Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection Synopsis, au cœur de l'observation brûlée sur les questionnements du vécu quotidien de la population congolaise. Votre émission Synopsis a saisi au frais la question de l'élite intellectuelle véritable pour notre pays. Une élite fait partie des postulats pour diriger toute société humaine vers le progrès. L'élite doit avant tout être consciente d'elle-même et de son rôle historique. Mais par rapport à tout l'ensemble de la société, elle doit être plus consciente, c'est-à-dire l'élite doit avoir de la société une vie globale ou une certaine vision qui implique en elle des idées et des actes dynamiques sur ce qui touche à la société et à la vie en groupe. Mais la question de l'élite intellectuelle pose d'énormes problèmes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Elle demande que les dirigeants sortent à temps d'un état d'inconscience à ce sujet. Qui est élite? Qui ne l'est pas? Quelles sont les qualités qu'on peut conférer à une élite? Est-ce qu'un diplômé d'université est-il élite intellectuelle? Un politicien, un médecin, un enseignant? Voilà autant de questions que notre invité est donc censé de répondre. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba. Il est panafricaniste et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Monsieur Norbert Yamba, d'entrée de jeu, comment interprétez-vous la question de l'élite intellectuelle pour la République démocratique du Congo en particulier et pour l'Afrique en général? Merci Kalia pour l'invitation. Je suis heureux de parler avec vous sur cette question qui intéresse tout le monde, parce que lorsqu'on regarde la situation de notre pays, je peux élargir même au niveau de l'Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, on a comme l'impression que le terrain est presque vierge. Lorsqu'on observe les résultats sur le terrain, vous l'avez dit dans votre introduction, une misère incroyable. La pauvreté a atteint de points culminants. Les signaux sont au rouge. Que ce soit la question de l'alimentation, la sous-alimentation bien entendu, oui. La question de l'électricité, la question de l'eau, la question, n'est-ce pas, des routes, la question des moyens de transport, la question de logement, la question de l'éducation, de la santé, tout est au rouge. Et c'est là pendant presque toutes les années de l'indépendance. Ça va faire 62 ans aujourd'hui. Alors maintenant, en 1960, on nous disait que voilà, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont suffisamment instruits pour assumer des responsabilités. Et à l'époque, vous savez, ils étaient seulement, à la question de notre pays à l'indépendance, 13 universitaires. Mais tous ceux qui ont dirigé le pays à l'époque, Patrice Lumumba, il n'était pas universitaire, Kasavubu aussi, il ne l'était pas, etc. La plupart, 98% de ceux qui étaient dans les responsabilités nationales n'étaient pas, naturellement, des universitaires. Et puis bon, le problème se pose, c'est qu'en 1960, déjà, on était un pays en revenu intermédiaire. C'est-à-dire un pays qui pouvait concurrencer le Canada, qui pouvait concurrencer la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, etc. Aujourd'hui, où on a des millions d'universitaires, des milliers de docteurs, des millions de licenciés, de gradués, des D6, etc., où le taux d'alphabétisation est très 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 élevé par rapport à la situation de 1960. Et puis finalement, on se pose la question, qu'est-ce qui explique qu'au fur et à mesure qu'on fabrique des médecins, et puis finalement, les maladies augmentent, les malades ne sont pas guéris, et puis au fur et à mesure qu'on produit, on arrive à produire, c'est pas des agronomes, entre-temps la famine, on n'a quoi pas manger, etc. Oui. Et donc, cette controverse, j'allais dire ce paradoxe, nous pose véritablement la question de savoir si nous avons des élites ou nous n'en avons pas. Et là, vous avez raison de dire, mais est-ce que on n'a pas des élites dans ce pays? Alors là, c'est une question questionnante, une question qui appelle plusieurs autres questions, parce que certainement qu'il y a des diplômés universitaires, ils auraient pu véritablement devenir des élites, et on l'a vu dans d'autres siècles,
ces qualités, les performances de cette catégorie de personnes. Mais qu'est-ce qui explique que chez nous, ils sont nombreux, et puis bon, voilà, on n'a pas de résultats. Alors cette question, je dégage 3 notions. Laquelle? Il y a la notion d'élite elle-même, Oui. la notion d'intellectuel et la notion d'instruit. Oui. Et il y a une confusion entre celui qui est instruit, celui qui est intellectuel et celui qui est une élite. C'est ça le grand problème. On peut avoir un diplôme de doctorat, mais on est instruit, on n'est pas intellectuel. Et puis on peut être intellectuel, mais sans être élite. On peut être élite sans pour autant être intellectuel. Non, on peut être élite, intellectuel sans pour autant être élite. Oui. Parce qu'un instruit, c'est qu'un diplômé, quoi. Il a son parchemin, il crie à longueur de journée de son diplôme, mais il est incapable, et rare des cas, qu'il soit capable véritablement de maîtriser sa société et de rechercher des solutions de fond pour sa société. Tandis que lorsqu'on est intellectuel, c'est-à-dire que l'intelligence qui fonctionne, c'est très clair que on peut ne pas avoir un diplôme, mais on a la capacité de résoudre des problèmes de la société. Oui. C'est-à-dire que pour être élite, il faut être un homme d'exception. Quelqu'un qui est capable de transformer sa société. Au travers sa gouvernance, au travers son génie créateur, sa capacité d'imagination. Il est capable de transformer, de partir avec son pays de point A vers point B jusqu'à arriver au point Z. C'est très important. Or, ici chez nous, nous avons la plus grande partie des diplômés. Ils sont pratiquement dans les quelques rares que nous avons. Ils sont dans les 95% des diplômés qui sont des instruits, essentiellement. Mais il n'y a pas d'intellectuels. Vous pouvez prendre une proportion, par exemple, de 2-3% des gens, etc. Mais l'élite, c'est tout un problème. Mais Norbert, c'est tout un problème. Le problème sur lequel portent mes réflexions ici tourne autour de quelques postulats. Tout d'abord, je suppose que tout changement dans le monde moderne n'est pas essentiellement l'œuvre du hasard. Il procède également de l'esprit créateur de l'homme. Comme vous l'avez dit, l'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objective ses idées. Mais en conséquence, ceux qui s'abstiennent du travail de la conception ou les négligent, vous ne voyez pas qu'ils ne peuvent rien créer de durable et leur état d'esprit, par contre, favoriserait la confusion et le chaos autour d'eux. Vous savez, Kabea, il y a un problème réel chez nous. Oui. La créativité, la capacité d'imagination. C'est un problème. C'est un problème parce qu'en fait, nous avons été ligotés, j'allais dire ligaturés, dans une sorte d'enseignement des ghettos, où on nous prend à longueur de journée ce que les autres ont produit. Ils ont produit dans leur contexte, dans leur environnement, peut-être non adapté par rapport à notre situation. Et nous prenons ce qu'ils ont produit et nous le mémorisons. Et ils en font un système, mais un système qui nous permet véritablement de niveler vers le bas. Ça veut dire un système qui ne permet pas véritablement d'avancer. Et nous nous contentons de pouvoir crier, auréoler d'un prestige, d'avoir été à l'école, une école coloniale, qui avait un but, qui avait des objectifs, pas pour développer notre société, mais des objectifs véritablement pour travailler au service de puissance d'argent. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait que vous pouvez aujourd'hui avoir 10 diplômes, 50 diplômes, mais le système d'enseignement, il est divorcé par rapport à nos réalités. Ce système d'enseignement nous rend des déracinés culturels, des abrutis fondationnels, des analphabètes culturels. Et ce système d'enseignement ne nous donne pas le caractère nécessaire pour transformer notre société. Oui. Alors maintenant, certes, on devient soit instruit parce qu'on a un diplôme,
Deuxièmement, on peut devenir intellectuel parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez les résoudre, surtout lorsqu'on est dans un contexte occidental où on a des enseignements, on va dire, écoutez, mais que dit le droit, par exemple, par rapport à ça? Ben bien là, nous avons autant de juristes, etc. Perroquins, parce qu'ils sont régis par les droits gréco-romains, etc. Et ils ont oublié que des répétiteurs, en fait. Nos ancêtres ont fonctionné pendant longtemps. La charte Mandin, beaucoup l'appellent Mandin, mais le vrai nom c'est Kurukunfuga, 42 articles. Mais ce sont les Africains au sein de l'Empire du Mali. Pourquoi ne devons-nous pas, nous là, nous inspirer véritablement de ce que faisaient nos ancêtres? Pendant des millénaires, ils ont survécu. Ils auraient pu disparaître, mais il y avait un ordre social, il y avait du droit. Alors, où sont nos thèses pour rivaliser véritablement les droits d'importation? C'est ça. Donc, nous sommes sur une échelle qui ne donne pas de résultats, mais nous continuons à avancer avec cette échelle au moment où nous aurions pu changer d'échelle. Et nous ne changeons pas. Surtout, on a honte de parler de ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques depuis nos ancêtres. Mais qu'est-ce qui est à la base, en fait, d'une telle situation? C'est peut-être parce que l'indépendance, nous l'avons eue dans la précipitation, dans l'impréparation, ou soit dans le goût d'aventurisme, ou comment? Parce que Norbert Yamba, dans un pays sans élite, ou si peu préparé à assumer ses responsabilités, vous ne voyez pas que l'influence étrangère trouvera toujours un moyen propice pour s'exercer. La preuve aujourd'hui, partout où surgit un conflit, il y a toujours la présence étrangère intéressée, vigilante, impitoyable pour mettre en contribution nos vies et nos faiblesses. Et quant à nos faiblesses également, vous ne voyez pas que ça constitue un moyen facile ou naturel de maintenir les colonialismes anciens ou de faciliter l'avènement du nouveau. Kabila, nous ne sommes pas indépendants, Kabila. Parce qu'en réalité, nous vivions certainement que nous avons reçu des Arabes depuis le 7e siècle. Ils sont chez nous, ça fait 14 siècles, puis 400 ans. Puis finalement, ils n'ont pas été aussi sauvages, non, j'allais dire féroces, comme la filière abrahamique. Et puis finalement, l'Occident est arrivé chez nous depuis le 15e siècle. L'Occident nous a travaillé dans sa religion, dans le système éducatif, dans le système politique. Et donc, nous avons été fomentés pour être contre nous-mêmes. C'est-à-dire ça veut dire refuser ce que nous sommes, y compris la peau. Considérer l'Occident comme l'idéal civilisationnel. Considérer l'Occident comme l'unité de mesure. Considérer l'Occident comme le référentiel de base. Et donc, tout ce que fait l'Occident, c'est bon, tout ce que nous pouvons faire, c'est mauvais. Et alors maintenant, or, l'Occident nous a tendu un piège. Que ce soit au niveau du système éducatif, il dit, bon, voilà, donc, on fabrique pour vous des programmes. Oui. Même le système scolaire, on vous dit, bon, vous allez faire autant d'années, etc. Les contenus d'histoire, les contenus de géographie, les contenus, je sais pas, quel type d'école il faut mettre en place, etc. Donc, on vous donne tous les enseignements de bavardage. Pas pour créer, non, rien du tout. Et donc, nous avons été fomentés pour être contre nous-mêmes et travailler au service de puissance qu'est l'Occident. Alors maintenant, vous dites, bon, pourquoi nous n'avons pas d'élite? Certainement parce qu'effectivement, nous avons été fomentés par rapport aux besoins de l'Occident. Alors maintenant, si nous voulons véritablement travailler pour nous-mêmes, il faut déformenter, il faut déprogrammer psychologiquement, mentalement, ce que nous représentons pour reconstruire et restaurer notre spiritualité authentique, notre culture de base. Rénover véritablement les héritages traditionnels. Regardez Kabila, avant que le blanc n'arrive, nous avions une manière de vivre. Oui. Et nous avons connu la pirogue sans que le blanc ne soit là. Sans que nous voyions les bateaux blancs. Nous avons connu le feu. Nous avons fait la métallurgie. Nous avons fait la télédéportation. Je ne reviens pas à l'Égypte antique qui avait des prouesses incroyables.
Mais quand ils viennent, ils disent non, 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 votre système politique qui était une confédération des royautés, c'est mauvais. Il faut appliquer la République. Or, nous, dans l'Afrique traditionnelle, il n'y avait pas de République. Et nous avons suivi la République, la démocratie occidentale, les élections à l'occidental. On dit non, 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 mais votre système d'enseignement, parce que nous avons des enseignements exotériques. Un garçon est initié, il est avec les anciens dans la forêt pour devenir véritablement un vrai homme. Eh bien alors on dit non, 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 allez-y à l'école. Il faut faire 6 ans. Il faut faire l'école paternelle. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Tout ce qu'on vous donne, c'est justement ce qui les concerne. Montrer la suprématie blanche. Et le système politique, il dit non, 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 votre gouvernance là, c'est pas bon. Alors, à pratiquer la démocratie. Et voilà. À l'occidental, bien évidemment. À l'occidental. Et alors? Mais or, c'est un piège. Et voilà ce que nous sommes. On a tout tenté. Qu'est-ce qu'on n'a pas tenté, Kabila? La démocratie. Plusieurs partis politiques. À un moment donné, il dit non, non, il faut parti unique. On a tenté. Alors revenez à la démocratie, plusieurs partis politiques. On a tenté. Oh non, 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 mais il faut ainsi des systèmes économiques. Les libéraux sont venus, les socialistes, les communistes, les capitalistes. Mon cher ami. Mais, oh non, mais écoutez, il faut avoir des experts des Nations Unies. Toutes les organisations des Nations Unies sont là. Il faut avoir des professeurs d'université. Il faut avoir des économistes. Tous les gouvernements, vous pouvez voir des économistes. C'est comme si rien n'était. Mais on a pris l'habitude, en fait, même à vous entendre parler, d'accuser les impérialistes, les communistes, les occidentaux, pire propagande si j'aurais intéressé. Mais ne faut-il pas aussi reconnaître et affirmer aussi la part des responsabilités qui revient aux hommes politiques écoutez, et aux peuples africains eux-mêmes? Les fruits des vengeances, l'absence des traditions humanistes, pas de degré de formation civique, la mégestion, la haine, les tribalismes ne sont pas là autant de facteurs que nous devrions éviter d'attribuer gratuitement aux Occidentaux. Nous partageons des responsabilités, Kabila. De la même manière que nous accusons les Occidentaux, les Orientaux entrent dans la danse aussi, il ne faut pas les accepter. De la même manière que nous condamnons naturellement nos dirigeants. La classe politique, ça c'est évident. Mais la classe politique s'inspire de quoi? Parce que les Blancs sont partis, il y a eu des héritiers. On les appelle des héritiers de la colonisation. Nous sommes dans la néocolonisation. Une autre forme de colonisation. Une autre forme de colonisation représentée par des personnes de notre race qui travaillent au service des puissances d'argent dans une sorte de mendicité internationale au détriment de leurs peuples respectifs. Si les colonisateurs étaient ici, ils dépensaient beaucoup d'argent. Mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a terminé par la défaite d'Allemagne, l'Allemagne s'est repliée, Première Guerre mondiale même Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne s'est repliée chez lui. Et finalement, il a travaillé jusqu'à devenir la plus grande puissance de l'Europe aujourd'hui. Et les autres sont restés faire la colonisation parce qu'ils avaient la responsabilité de construire la route, le bâtiment administratif, les zones de santé, compagnie, etc. Entre-temps, l'Allemagne n'avait plus ses dépenses connexes. Et voilà, ils ont estimé qu'en continuant ici de coloniser comme ça, nous allons dépenser beaucoup, mais si on quitte, on laisse des représentants, à ce moment-là, ces gens-là vont commencer à travailler et nous allons les contrôler. C'est plus que si nous étions ici. Et raison pour laquelle ils sont partis. Et ils nous ont déclaré indépendance sans être indépendants. Et voilà. Et ils ont mis en place un autre système, piloté par les deux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, notamment les États-Unis et l'Union soviétique en son temps, qui mettent en place ce qu'on appelle la nouvelle politique de colonisation, la néocolonisation, ce qu'on appelle généralement l'impérialisme occidental, et qui a été sanctionné par la guerre froide, où on a divisé les Africains, d'une part les modérés, d'autre part les progressistes. Voilà, donc on est dans ce système-là, on n'est pas... Si effectivement on devrait être indépendant, dès qu'on nous a donné l'indépendance,
Oui. À ce moment-là, nous aurions pu quitter leur système politique, leur système économique, leur système sanitaire, leur système religieux. Tous ces systèmes sont restés pendants, fonctionnant de manière intermittente, au lieu que nous puissions véritablement revenir sur ce que nous étions avant qu'ils n'arrivent. Mais nous sommes restés là. Et donc, il y a une distance entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous étions. Donc, nous sommes ce que nous sommes par la volonté de ceux qui sont venus, pas par notre volonté. Entre-temps, ils essayent de nous quadriller. Ils essayent de nous contrôler. C'est comme ça que vous avez vu, à un moment donné, nos pères de l'indépendance, et ils ont voulu véritablement aussi assumer leurs responsabilités, mais ils ont été foutus à la merde. Il fallait les remplacer par des militaires pour maintenir la discipline. Raison pour laquelle la plupart des chefs d'État africains sont restés pendant longtemps au pouvoir, mais au bout de 32 ans. Oui. Regardez, il y a des masses. Il a fait combien d'années? Une trentaine d'années. Regardez au Myanmar, tous ces militaires, on les appelle l'Afrique des colonels. Mais non, mais vous parlez de l'URSS, vous avez parlé évidemment d'un certain nombre de problèmes, mais ça fait pratiquement beaucoup d'années, à travers la glasnost, la perestroïka, où Nicolas Gorbatchev a libéré le pays, beaucoup de pays, avec la démocratisation. Mais malgré cela, l'Afrique reste toujours dans des rivalités, Est ou Ouest, bien qu'il y a des élections, comme vous l'avez dit, soi-disant démocratiques, mais nous voyons aucun changement dans différents pays d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il se pose un problème par là, de l'élite, de l'intellectuel ou des abrutis fondationnels. Non, mais tout le monde est abruti fondationnel à l'état où nous en sommes. Parce que nous n'avons pas de fondation, nous n'avons pas de racines. Nous sommes montés sur les idées des autres. Et nous nous réjouissons des idées des autres. Mais nous oublions notre fondation, notre particularisme, notre enracinement. C'est ça. Et c'est ça le danger. Si nous avions une fondation, nous aurions pu nous poser la question, après autant d'années d'imitation de l'Occident, pour dire, mais comme ça ne marchait pas, nous faisons quoi? Qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? À ce moment-là, on va dire, écoutez, ils avaient des apires, ils avaient des royaumes, etc. Il y avait un chef, il y avait des notables, etc. Alors maintenant, essayons de scientifiser ça, de moderniser ça. On aurait pu le faire. Mais où est la classe intellectuelle? Qui réfléchit de cette manière-là? Nos juristes, ce sont des juristes du gréco-romain ou romano-germanique? Mais ils réfléchissent. On va dire, écoutez, en France, on ne fait pas ça. En Allemagne. En Belgique, en Allemagne, on fait ça, etc. Et il est auréolé d'un prestige de pouvoir évoquer la France ou l'Allemagne. Il oublie qu'il est dans un autre espace géographique. Lisez nos constitutions, c'est de copier-coller. Certains experts ont été responsabilisés pour cette constitution du 18 février 2006. Et des experts où? En Belgique. Vous n'avez jamais entendu de l'université de Liège? C'est de tout ça. Alors maintenant, et pour être vrai juriste, il faut citer plusieurs fois Jacques Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, tous ces gens-là. Or, je suis allé à Bikoro, ici à l'Équateur, j'ai trouvé un procureur qui parlait droit pour retracer comment les ancêtres sont arrivés là, qui est propriétaire terrien, qui ne l'est pas, spécialiste des droits fonciers. Mais pourquoi on ne prendrait pas véritablement ces types de personnes comme référence et les chercheurs, non chercheurs, les abrutis fondationnels, travaillent pour ne serait-ce que se doter d'une autre manche, n'est-ce pas, à réfléchir sur nos héritages traditionnels. C'est ça le grand problème. Et KB attend que nous restons sur la vision occidentale des choses. Cette vision est bâtie sur la domination du centre sur la périphérie. Il faut lire Samir Amin, qui est un scientifique égyptien, etc. Et vous comprendrez comment fonctionne le monde. Donc, l'Afrique, elle est dedans de la farce. De la farce parce qu'il n'y a que des instruits, il n'y a que des diplômés. On n'a pas d'élite. Les élites sont des personnes d'exception. Ça veut dire, en fait, vous avez vu Cheikh Anta Diop. Oui. Sékou Touré. Vous avez vu des gens comme Sékou, oui. comme Lumumba. Senghor.
Attention avec Senghor. Il est franchisé. Mobutu. Bon, il a travaillé, etc. Il a tenté, mais comme il n'avait pas les contenus à donner, bon, il est resté autour des petites réactions, changer les noms, etc. Mais il a essayé. Étienne Tshisekedi. Étienne s'est battu pour la reconquête de notre liberté. Parce qu'en réalité, si Étienne avait besoin du pouvoir, il aurait pu l'avoir. Mais il aurait souhaité véritablement que le pouvoir vienne de notre peuple. Ben, il restait, quel est le modèle qui permettra à notre peuple de choisir? Là, c'est un défi. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on est là dans le modèle occidental. Vous voyez comment on s'entretue, on s'insulte à longueur de journée, etc. On s'intercuse devant l'Occident. Vous voyez, devant l'Occident. Oui. Or, nous aurions pu, des gens courageux, intellectuels, qui sont capables de jouer le rôle d'élite pour faire des préconisations, pour faire des projections, et qui voyagent dans les temps, 50 ans, 200 ans, etc. Donc, mais n'allez pas trop dans les individus. Moi, je suis un visionnaire. Quand vous me ramenez sur les individus, c'est pas bon, KBR. Moi, je ne suis pas en train de faire l'évaluation des individus. Je suis en train de faire l'évaluation des systèmes que nous utilisons. Lequel système est fondé sur la démocratie occidentale. Et cette démocratie est un piège. Et cette démocratie ne nous permettra pas que nous puissions avancer. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, plus que jamais, réfléchissons pour que nous puissions mettre en place un autre système. C'est ça qu'on appelle le nouveau paradigme, afrocentrique, à rentabilité interne. Parce que le paradigme que nous avons fonctionné, il est fondamentalement hérocentrique, à rentabilité externe. C'est ça mon combat, c'est ça ma compréhension. Alors, ne me posez pas des questions sur les individus, mais posez-moi des questions sur le système. Or, c'est le même système depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, pour avoir un problème, il faut que les Américains interviennent, il faut que les Français interviennent, et c'est eux qui décident justement qui a raison, qui n'a pas raison. Mais j'insiste beaucoup. Oui. Ce système-là, il faut véritablement le remettre en question. Il faut le remettre en question. Mais pour le remettre en question, ce n'est pas en pleurnichant. Oui. Ce n'est pas en criant. C'est-à-dire en cherchant des méthodes. Comment nous faisons pour que nous soyons véritablement, nous ayons notre lead, le leadership, autour du système économique. Comment nous travaillons pour que nous soyons des leads au niveau du système sanitaire? Comment nous travaillons pour que nous soyons leads au niveau du système culturel, du système religieux? Vous ne pouvez pas avoir, dans un pays comme ça, 80% d'une religion importée, soi-disant dite révélée. Et alors maintenant, on en multiplie chaque riz autant de paroisses. Oui. Et alors, et les résultats? Il n'y a que les pasteurs qui changent leur situation. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui, Kabila, de réfléchir davantage. Je m'excuse beaucoup de réfléchir, Kabila. Oui. On a autant de pasteurs. À un moment donné, tu as joué aussi le rôle de pasteur. C'est pas diacre, etc. On en est où là? Tu as beaucoup prié. Or, Dieu a envoyé. Tout est avec nous à notre portée. Alors, on nous a emballés. On nous a emballés par cette religion importée dite révélée. On en a besoin, ça c'est évident. Peut-être que ça moralise un peu, ça c'est évident. Mais quels sont les scandales que nous n'assistons pas aujourd'hui? Quel est le comportement de ces gens-là qui ont cru pouvoir apporter une bonne nouvelle? Les comportements qu'ils ont. Mais et non seulement les comportements, ils ont la capacité. Est-ce que vous pouvez prier pour fabriquer la caméra? Vous pouvez prier pour fabriquer la télévision? Non, mon cher ami, c'est la connaissance. Il faut la science. Il faut restaurer la science. Et notre spiritualité fondamentalement scientifique. Mais Norbert Yamemba, faudra-t-il admettre aujourd'hui que, quand vous parlez de la remise en question, remettre en question aussi, hormis les systèmes importés par l'Occident, vous ne trouvez pas qu'il faudra aussi remettre en question certaines données de nos traditions ancestrales qui, du reste, ne nous a pas aidés à se développer normalement? Oui, mais c'est justement ça. Nous sommes dans un processus évolutif. La voiture qui a été conçue au 19e siècle en Occident, ce n'est pas la même voiture aujourd'hui. Les choses évoluent, ils s'adaptent, par exemple, par rapport à la période, par rapport aux circonstances, par rapport à l'évolution même de la science, aux découvertes que nous faisons, ça c'est évident. Nous ne disons pas que nous devons prendre les traditions à l'état d'animalité zéro ou à l'état initial, non.
nous disons que cherchons à savoir quelles ont été nos traditions pour que nous puissions scientifier, c'est-à-dire rationaliser, systématiser, pour que nous puissions les moderniser, pour que ça nous et les générations futures vont venir, ils vont davantage moderniser ça. Mais au moins nous avons la fondation. Au moins nous ne serons pas exclus de notre processus de maturation. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, revenir à nos héritages traditionnels ne veut pas dire copier. Non, non. Mais qu'est-ce que nous avons été, à quoi cela peut nous servir, comment nous réfléchissons pour moderniser cela. À ce moment-là, la sociologie aiderait notre société, inspirerait notre société, transformerait notre société, l'anthropologie, les mathématiques, nous avons connu 35 siècles, 35 000 ans. Le bateau d'Ishango qui se trouve au musée de Tervuren en Belgique aujourd'hui. Ça, c'est les mathématiques, des pêcheurs du lac au Kivu. Tu vois? Et donc, on a besoin de savoir ça. Comment nos ancêtres faisaient des télédéportations. Il est en route, il veut pleuvoir, il est capable d'évoquer et de sauter jusqu'à arriver à 50 km, 100 km. Comment nos frères, par exemple, de Topoké, oui, dans la province orientale, oui. Aujourd'hui Chopo. Alors, comment il faisait quand il y avait la guerre? Ils avaient de liquide. Quand ils ont liquide dans les yeux, ils sont capables de voir à 2000 km. Là, c'est pas la sorcellerie? C'est pas la sorcellerie. Les Occidentaux, ils ont fabriqué des satellites pour ça. Mais nous, c'est la sorcellerie. Vous voyez comment vous dites la sorcellerie? Vous avez été fomenté justement par les Occidentaux à travers leur système religieux, cette Bible que vous croyez être une dictée si naturelle. Non! Mais Norbert Yamba, en ce qui concerne le développement de l'Afrique, vous ne voyez pas que les idées dynamiques ne doivent pas nécessairement porter les sceaux de l'originalité. Il suffit qu'ils soient repensés et assimilés pour suivre aussi l'exemple de l'Occident. Non, on peut. Parce que quelqu'un me parlait de la loi des contingences. Oui. On peut prendre ce que l'Occident fait et en faire nôtre. C'est normal, parce que les Asiatiques, à un moment donné, ils ont imité l'Occident au travers de la méthode de la machine inversée. Et les Chinois prenaient la machine fabriquée aux États-Unis, ils inversaient, ils en fabriquaient une autre, jusqu'à ce qu'ils ont stabilisé véritablement leur technologie. Ce n'est pas un problème. Mais à faire attention, il faut avoir un objectif, il faut avoir des ambitions. C'est comme la Chine aujourd'hui. Il a imité le numérique occidental. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, nous voulons être leader mondial de l'électronique. Voilà, on se fixe l'objectif. Eh bien, on ne va pas rester par rapport à ce qu'on a copié, mais on va véritablement fabriquer quelque chose d'avantage qui soit un peu plus différent que lorsqu'on a pris. Le plus important, oui, c'est la restauration du génie propre. Parce qu'en réalité, pour que vous puissiez transformer à l'excellence, il faut avoir du génie, le génie créateur, ce qu'on appelle l'ingéniosité. Et pour avoir cette ingéniosité, il faudrait qu'il y ait une sorte de relation holistique entre le monde physique et le monde métaphysique. Vous voyez? Et donc, on doit être inspiré. Et quand on est inspiré, le génie devient plus fertile. Et quand le génie devient plus fertile, on est capable de créer. On a créé la caméra, on peut même créer une autre forme de caméra. Parce que ce génie-là germe. Mais à vous entendre parler, vous ne voyez pas que l'homme noir acquise beaucoup de faiblesses. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir, est-ce que l'insuffisance de l'homme noir est-elle collective ou éducationnelle? Non, mais l'insuffisance de l'homme noir est lié à un accident de l'histoire. Cet accident de l'histoire a été nourri par la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, la guerre froide, et aujourd'hui, c'est pas la révolution numérique qui a prêché la suprématie d'une race humaine qui est la race blanche et qui nous a infantilisés jusqu'à nous rendre des bébés sous biberon, incapables de créer, incapables d'inventer. Et donc, ce n'est pas de l'insuffisance collective. Ah non, nous sommes des êtres normaux. C'est question que nous puissions véritablement nous réconcilier avec nos ancêtres comme les Chinois l'ont fait. Et donc, nous sommes capables véritablement de restaurer notre génie propre au travers d'une spiritualité authentique. Et cette spiritualité, c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Et cela peut nous aider véritablement à avoir la lucidité nécessaire pour que nous puissions être en mesure de fabriquer des tôles,
de fabriquer de formes d'étoiles. Regardez le logement chez les Chinois. Regardez les logements chez les Coréens. Ça, c'est leur type de technologie. Quand les Chinois arrangent construisent les routes, c'est pas avec les technologies occidentales. C'est tellement, ils mettent le goudron. Mais quelle est la matière qu'ils utilisent? Quelle est la technologie qu'ils utilisent? Quelle est la formule qu'ils utilisent? Ça peut être deux formules différentes, mais qui cohabitent. Mais par là, est-ce que notre passé philosophique, colonial ou précolonial, nous prédispose-t-il à nous affirmant des personnalités fortes, fières et dynamiques? Est-ce que le Congo, notre pays, peut-il sauvegarder cette personnalité, quel qu'en soit, en adoptant en bloc les acquis de la science et de la technique? Non, mais ça s'est construit. Raison pour laquelle ce discours est sur la place publique. Il y a combien d'années comme ça on est parti, on n'a pas des hommes comme ça qui peuvent dire des choses clairement. Hein? Et puis si nous les disons de cette manière-là, il y a une autre génération qui va être plus efficace, plus claire que nous autres. Vous voyez, donc ça s'est construit. Ça ne se fait pas de manière automatique, moins encore mécanique. Il faut préparer cela. Et il faudrait maintenant que cette vision soit partagée avec les leaders politiques qui prennent les responsabilités et qui savent travailler sur le leadership transformationnel. Et ça, on a besoin sur la construction d'un autre paradigme afrocentrique. Ça, on en a besoin, mais c'est pas tic au tac. Il faut commencer par poser des jalons. Vous avez suivi des gens comme Sankara sont arrivés, etc. Ils ont tenu des discours. Les gens comme Sékou Touré, les gens Patrice Lumumba, ils ont. Mais leur finalité, en fait, Norbert Yambama, leur finalité. Mais ils ont posé des jalons. Ils ont posé des graines. Ces graines sont en train de germer. Aujourd'hui, vous savez, par exemple, des gens comme le président de la République qui affirme qu'il est leadership, Tshisekedi Fachi. Il dit, il est panafricain. Ça ne pouvait pas se dire. Et il y a 20 ans, on ne peut pas prendre le risque de le dire. Regardez, nous sommes à la télévision, on en parle. Nous sommes en train véritablement de donner des infos, de travailler pour que notre peuple puisse accroître sa capacité de lucidité et savoir quelle voie prendre. Et tout cela faisant combine, montre tout au long du chemin. Oui. C'est vrai que c'est encore long, mais au moins on aura posé le jalon et qu'il y a des générations en génération. Moi, j'ai vu l'arrivée du pape. J'ai vu les différentes réactions. Il y en a ceux qui sont d'accord, il y en a ceux qui ne sont pas d'accord, il y en a ceux qui acceptent, bien entendu, mais qui se disent, mais écoutez, pourquoi mobiliser autant? C'est la première fois que j'ai suivi directement à la télévision dire, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais qui pouvait croire que le peuple pouvait être considéré comme il n'est pas Dieu? Parce qu'en réalité, l'idée, au départ, quand Constantin le Grand a mis en place le Concile de Nice. Concile de Nice. Oui, oui. C'était quoi? C'était justement pour qu'il devienne Jésus. Il s'est configuré comme... Ils ont établi des dogmes. Bien entendu. Donc, à toute sincérité, le monde est en train d'évoluer. Mais nous n'allons pas du coup tout de suite dire non, mais non, coupons tout de suite. Ah non, sinon nous tombons. Mais en dépit de cela s'ajoute aussi les gestes de l'aliénation mentale. Entre autres, M. Norbert Yambama, le blanchiment de la peau, les azous, tout pour qu'on puisse ressembler à l'homme. Les femmes portent des ongles, les cheveux. Tout ça, c'est parce que l'homme blanc est supérieur. Et c'est ça, justement, l'image qui nous a été donnée. Pour dire que ce qui est blanc, il est bon. Et chacun refuse même sa peau, chacun refuse ses ongles, chacun refuse ses cheveux, chacun refuse tout, c'est le blanc. Voyez, donc c'est ça. Et ça, il faut une éducation. Il y a un système éducatif qui nous permette de déprogrammer mentalement ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques. Pour que nous puissions prendre un tout petit peu de distance. Comment pouvez-vous imaginer que des gens comme Kimpamvida, des religions comme Kitawala, qui se sont bâtis dans ce pays, et qui restent inconnus par nos jeunes gens. Et quand vous en parlez, et tout de suite on vous considère comme un sorcier. Quand je vois cette génération, un chef coutumier entre chez vous là, il dit, papa, le sorcier est arrivé. Il ne faut même pas ouvrir la porte. Tu vois? Donc, alors, tant que... et tout ça, c'est la Bible. Ce sont les sorciers,
ils portent des ceci, etc. On a décrit, on a peint notre peuple pour nous éloigner de nos réalités. Et vous avez vu, les chefs coutumiers actuellement, quand ils portent ce chapeau, c'est avec... il faut qu'on comprenne que c'est un citadin. Et tous les chefs coutumiers ont refusé leur village. Ils sont ici à Kinshasa. Oui. Ils sont tout le temps dans les manifestations, etc. Ils ont oublié leur village. Tu vois. Donc, et tout ça, faisant combine, montre très clairement que nous avons un grand travail à faire. Les chefs coutumiers veulent être arrangés partout. Mais ils sont ici tout le temps. Non, nous nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez nous dire qui est élite, qui ne l'est pas. Est-ce qu'un professeur d'université est élite intellectuelle? Un enseignant, un ministre, un président de la République? Répondez dans 2 minutes. Non, non, mais ça dépend de chacun. Ça dépend. C'est décision exceptionnelle pour transformer son pays. C'est vrai qu'on peut être professeur d'université et puis bon, vous enseignez, vous prenez les livres, vous enseignez. Et alors, vous proposez quoi pour transformer? Quel est votre degré d'engagement pour permettre à votre société d'avancer? Rien du tout. Eh bien alors, vous allez vous dire élite en quoi? Pour avoir été proclamé docteur? Et pour avoir quel résultat dans la société? Pour avoir amené quoi? Apporté quoi? Non, mon cher ami. La théorie. Et non, mais non, bon, ministre, bon, on va voir à travers ses décisions. Qu'est-ce qu'il lui fait pour transformer sa société? Le problème se pose au niveau de la transformation. Quelqu'un peut entrer dans une fonction ministérielle, etc. Il y répond aux questions, il y répond aux lettres, etc. Mais aucune réforme transformationnelle. Alors, vous allez me dire que c'est de l'élite? Ah non! Alors, il faut que toutes ces questions-là soient sur la table. Vous, journalistes, quel est votre degré d'impact? C'est mettre à l'aise la société à travers l'information. Ah, attention, attention, il y a un modèle, il y a des modèles qu'il faut créer pour être élite, parce que vous êtes un homme d'exception. Un homme qui propose un autre paradigme à l'endroit du paradigme initial. Ça, c'est être élite. C'est que les Tshisekedi parlaient de la démocratie au moment où personne ne pouvait en parler, personne ne savait quel était le rôle. Les Lumumba parlaient de l'indépendance, personne ne savait. Donc, avoir une vision plus clairvoyante. Voilà une vision qui voyage dans le temps, 50 ans, 100 ans, 200 ans, et qu'il revient, il connaît ce que ce sera le pays en 200 ans, et il vient aujourd'hui, il dit, voilà ce qui se passera, embarquons-nous vers une direction. Ces hommes-là, il faut les chercher. Et ils existent certainement, dans les différents domaines. Il faut enlever l'idée selon laquelle seul le président peut être élite ou seul le ministre. Ah non. Vous, il y a des élites parmi les journalistes. Il y a les élites parmi les opérateurs économiques. Ils sont catégorisés à tous les échelons de la société. Oui, les différents secteurs doivent avoir des élites. Oui. C'est très important, papa. Parce que le pays avance avec la contribution de différentes personnes. Agissant, chacun joue sa partition dans les secteurs qui est les siens. Et donc, si nous avons, par exemple, des gens, des personnes molles, des personnes qui n'inventent rien, des personnes qui ne transforment rien, des personnes qui n'ont aucune réforme, des personnes qui n'apportent rien en termes de contribution, aucun génie, aucune créativité, aucune imagination. Mais il n'est pas élite. Il peut avoir 10 fois docteur, il peut être 10 fois docteur, 50 diplômes, c'est zéro. Donc c'est un instruit, c'est un diplômé, c'est un divorcé, c'est un désintégré, c'est un désarticulé. C'est ça ce que cela représente. Et tant que ce discours-là ne soit pas atteint, n'ait pas atteint tout le monde, oui. Quand ce discours-là n'atteint pas tout le monde, pour démystifier certaines choses pour lesquelles nous croyons être réelles. Vous savez, moi j'ai vu, hein, j'avais un ami, bon, il faisait... Votre mot de la fin, pour terminer déjà, parce qu'on est déjà presque à la fin. Mon mot de la fin, oui. Je dirais que quelle est la question d'être élite, oui. soit un défi, soit un devoir pour tout citoyen congolais. Même un maraîcher. Il faut qu'il devienne élite. Élite dans ce qu'il fait, excellent. Pas les excellences dont on parle aujourd'hui. C'est pas ça. Oui. Hein? Ici, c'est le nom qu'on a donné à certaines catégories de personnes. Mais que tout et chacun devienne excellent. Il est footballeur, excellent. Il est économiste, excellent. Journaliste, excellent. Et si on crée une société d'excellence, oui, avec des hommes d'exception, pour être un homme d'exception, il faut beaucoup travailler. Il faut mettre beaucoup de temps au travail. Un travail de concentration.
Un travail de production. Pas un travail d'amusement pour compléter le jour. Mais un travail où on dit quel deviendra notre pays si nous ne faisons pas des choses. Ça, ces questions-là sont très pertinentes, sont très intéressantes pour l'avenir de la République. Mais si nous avons seulement des hommes qui ont des diplômes et qui cherchent véritablement à se faire engager au prix de n'importe quel comportement, à ce moment-là, on va attendre longtemps. Très bien. Il faut que ça reste un défi. Très bien. La question de l'élite intellectuelle, un sujet fort et vaste qui concerne la situation à laquelle se trouve la République démocratique du Congo et l'Afrique actuellement. Je crois que les propos de M. Norbert Yamba sur la question de l'élite vous a édifié réellement à efflairer les différents problèmes du Congo et à se déterminer pour des changements profonds et constructifs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour avoir suivi cette question de l'élite intellectuelle. On se retrouve les vendredis prochains avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur vos chaînes. Synopsis, votre nouveau rendez-vous sur CCTV Rallye. La République démocratique du Congo patine depuis des décennies. Les hommes et les femmes s'élèvent, trouvent des solutions. Les politiciens, les acteurs sociaux, ainsi que les simples citoyens, ce qu'ils proposent, mais pas tout. Comment les propositions faites sont-elles réalisables? Chiffres à l'appui. Synopsis est donc là pour vous, pour ceux qui proposent des solutions, mais ceux qui maîtrisent leur sujet. Synopsis, c'est chaque vendredi à 21h30 sur CCTV Rallye. Le rendez-vous est donc pris. À très bientôt.